savez sans doute, ce soir, c'est une première d'un festival des solutions écologiques organisé par le mouvement d'Escarbet. Et ce qui fait peut-être l'originalité, l'utilité que vous proposez ce soir, c'est de trouver ensemble des exemples et des témoignages d'entreprises qui témoignent qu'il est possible de trouver le bon équilibre entre économie, écologie, développement territorial. Donc pour en parler ce soir, on a avec nous Alexis Nollet, cofondateur de l'entreprise Ulteria, qui nous dira tout de suite, dans un instant, en plus de détails, ce que fait Ulteria. Malou Wetzel-Dubourg, qui est le directeur de l'association Bretagne. Stéphane Martinez, Moulineau, entreprise Moulineau. Pierre Mérien, entreprise Tiquat. Et Nolwenn Réau, qui est ostréicultrice, donc les huîtres, à Séné, dans le Morbihan. Donc on est absolument ravis de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous tous. Bonjour, merci Hélène de m'avoir invité. Donc moi je suis ch'ti d'origine, je crois qu'il y a quelqu'un de Roubaix qui est là, mais sinon je viens de Bourgogne. Voilà, je me suis marié avec une fille de Vézelay, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, dans l'Yonne, un charmant petit village, donc je suis arrivé là-bas. Et en 2006, avec mon associé Sébastien Becker, on a racheté une entreprise, une menuiserie de 30 personnes qui équipe les magasins bio. Voilà, tous les magasins, tous les Biocoop, etc., même les Viclair, il y a une bonne chance qu'elles aient été aménagées par nous, voilà, par 3 entreprises. Il y en a une en Bourgogne, une à Redon et une à Bergerac. Donc 2006, 2 jeunes, Alexis et Sébastien, qui reprennent une entreprise. Nous, on venait des grands groupes, moi L'Oréal et lui Auchan. Et puis, pas des écolos, nés écolos, avec parents écolos, non, pas du tout. Et en fait, on a eu un parcours où on s'est fait convertir par nos clients, avec qui on s'est aperçu, à notre grande surprise, nous on avait plutôt l'habitude des rapports un peu, je ne sais pas si conflictuels, mais comment pas se faire avoir dans une relation commerciale entre un fournisseur et un client. Et avec ces magasins bio, on s'est rendu compte qu'il était possible d'avoir des relations vraies, des relations justes, etc. Ça nous a fait beaucoup cheminer. Et je dirais qu'un petit peu, c'est nos clients qui nous ont convertis à faire quelque chose pour la transition écologique. Alors Hélène, je vais très vite, je vous passe. Nous, ce qu'on a fait, c'est que notre projet, c'est de réconcilier économie et philanthropie, d'emmener l'économie vers quelque chose qui a du sens, de redonner du sens à tout ça. Et concrètement, pour nous, à Auxerre, dans la campagne d'Auxerre, on a acheté 10 hectares sur lesquels on a monté une ferme. Donc on a une ferme en permaculture qui fait des fromages bio. On a une usine qui est en construction, donc une usine qui est... le bâtiment, c'est le principal... c'est le principal pollueur sur la planète. Donc il y a des moyens maintenant de construire en pensant déjà à la déconstruction. Donc, notre usine, elle est recyclable. Donc, et puis elle est entièrement autonome, etc. Donc une usine à la pointe de la construction écologique. Au milieu de tout ça, il y a 4 ans, on a monté une école, parce qu'on s'est dit que j'ai vu éducation là sur les murs, on s'est dit que les enfants, les préparer aux enjeux de demain, c'est super important. Donc on a monté une école Montessori, et puis qui est axée sur l'écologie intégrale, comment leur faire percevoir dès petits les enjeux du monde de demain. Et cette école, la particularité, c'est qu'elle fait partie de notre projet entrepreneurial, c'est pas un projet à côté, et qu'elle va être implantée à côté de l'usine, entre l'usine et la ferme. Et au milieu de tout ça, il y a une maison éco-citoyenne, un tiers-lieu, un lieu qui est destiné à inspirer le grand mouvement d'entrepreneurs, parce qu'il est important, qui ont envie de donner une raison d'être à leur entreprise, de remettre un peu l'église au centre du village, que la finance ne prenne pas toute la place. Voilà un peu rapidement notre basket Ulteria. Merci beaucoup. Donc, merci pour ce premier témoignage. De toute façon, il va bien sûr, à la fin de cette table ronde, avoir un temps d'échange avec vous tous. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez connaître un peu chacun, savoir ce qu'ils font, pour savoir quelles questions vous auriez envie de leur poser. Alors, pour faire le lien entre Alexis et Nolwenn, je vais faire un fil rouge sur le sujet de l'alimentation. Parce que tu l'as dit, vous équipez des magasins alimentaires principalement. Un des sujets intéressants, c'est peut-on se nourrir de façon intéressante, bonne, saine et écologique ?
Et pour en parler sur un produit un peu particulier, certes, mais un produit délicieux, je laisse donc la parole à Nolwenn, qui est ostréicultrice, qui fait des huîtres naturelles. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui fait te lever le matin? Bonjour à tous et merci de m'avoir invitée, Hélène. Donc oui, voilà, nous on est ostréiculteurs dans le golfe du Morbihan. Je vais parler assez. Je vais prendre. Voilà, donc on est ostréiculteurs dans le golfe du Morbihan. Donc on est une création pure, c'est-à-dire on n'avait pas du tout nos parents là-dedans, parce que moi ils étaient profs et instituts, donc vous voyez j'ai vraiment mal viré. Voilà, j'ai suivi un cursus universitaire qui m'a amené à me poser des questions, parce que je crois qu'à la fac on s'en pose plus peut-être qu'en école d'agro, c'est mon avis, on est peut-être un peu moins formaté. Et puis le sens de la vie, c'est quoi en fait, pourquoi on est sur cette planète, on est, et puis un jour on va mourir, qu'est-ce qu'on aura fait entre les deux? Voilà, j'ai été élevée un peu dans une campagne sauvage de Bretagne, ça m'a forgé un caractère fort au niveau de la liberté et j'ai jamais compris pourquoi les gens prenaient un malin plaisir à s'entasser dans les villes. Voilà, ça met encore quelque chose qui me pose question. Donc voilà, au terme de mes études, ce qui en fait m'a poussée à devenir ostréicultrice, c'est mon lien fort avec la mer. J'ai un lien fort, c'est même pas un lien fort, c'est un lien sans condition en fait, voilà. Donc pour être auprès, soyons dedans. Et comment on peut dire ça, ma passion pour le vivant, parce que ce qui pousse c'est toujours beaucoup plus passionnant que ce qui meurt, enfin en ce qui me concerne. Voilà, je me suis lancée dans cette aventure de production d'huîtres où on a, c'est vrai, on a cette chance. Alors ça nous demande de l'engagement physique, de l'engagement, de la ténacité morale, parce que c'est vrai qu'on envoie nos corps un petit peu au combat régulièrement, mais on a la chance de vivre dans un tableau de peintres, des meilleurs peintres, voilà, avec une nature extraordinaire qui nous replace en tant qu'être humain d'une espèce parmi tant d'autres. Et quelque part, je trouve que c'est aussi très réconfortant de se dire ça, qu'on est juste une espèce parmi tant d'autres et qu'on n'a rien à prouver finalement. On a juste à surfer sur la vague de la vie et à être heureux en laissant la possibilité aux suivants de faire la même chose. Donc voilà ce qui nous motive. Après, on a tout un relationnel avec notre clientèle puisqu'on a choisi de commercialiser tout en direct, toujours... Voilà, moi j'aime pas être tenue, j'aime bien la liberté encore une fois. Et donc nos petits pères, nos petites mères qui nous attendent tous les dimanches pour avoir un petit goût de la mer à 250 km d'où ils sont, c'est la petite joie du dimanche, ça fait partie voilà, de casser la morosité quand on vieillit. Donc c'est aussi ça qui nous tient, c'est qu'on doit être au rendez-vous de leur petit bonheur quotidien et de leur apporter un aliment qui est sain, qui leur permet de maintenir leur taux de vitamine D à un niveau qui leur permet de combattre les agressions virales. Et voilà, je vois avec ce qui s'est passé dans l'Est et sur les grandes villes, en fait, on a un gros travail à faire, puisque finalement, je vois que tout le monde n'a pas accès à cette nourriture. Alors, je me pose cette question, est-ce qu'on a bien fait notre boulot? Est-ce qu'on a bien tissé tous les liens qu'il fallait? Ou est-ce qu'il faut reprendre la copie pour que voilà, tout le monde ait accès à pouvoir manger des huîtres au minimum une fois par semaine? C'est pas un produit festif, c'est un produit qu'on mange toutes les semaines. Voilà, pour garder une bonne forme. Voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Nolwenn, est-ce que tu peux préciser peut-être ce que c'est qu'une huître naturelle? Oui, parce alors que beaucoup ici doivent le savoir, d'autres peut-être pas. Et pour ceux qui ne font pas des huîtres naturelles, je sais que tu travailles aussi avec eux. Comment tu coopères avec tout le monde? Alors moi, à la suite de mes études, en fait, j'ai eu la possibilité d'abord travailler pour une entreprise qui voulait produire de l'ormeau. En produisant de l'ormeau, donc on a dû relever des défis technologiques de production. Et à un moment donné, on a été confronté à des pathologies qui étaient directement liées en fait à l'environnement qu'on avait créé. Et un jour, je reviens de vacances, je vois que mon patron en fait avait commencé un traitement antibiotique sous couvert d'aucun service vétérinaire. Enfin voilà, c'était du grand n'importe quoi. Donc je me suis fâchée parce qu'on était quand même dans un bassin ostréicole et c'était pas
tolérable en fait d'avoir ce genre d'agissement. Ce qui a provoqué notre rupture par la suite. Et donc là, ça m'a posé cette question-là, comment je voulais produire en fait. Voilà. Il se trouve qu'en ostréiculture, on est parti sur le même modèle que le modèle agricole actuel, c'est-à-dire l'argent d'abord, le reste après. Et donc, pour pallier aux difficultés du métier au niveau de la production des huîtres, donc une huître commence à se produire habituellement. La nature fait très bien les choses suite à l'introduction donc, de cette espèce, la Crassostrea gigas, après les mortalités des années 70 sur l'huître plate. Je fais un peu court, mais voilà. En fait, nos collègues japonais et canadiens nous ont fourni une nouvelle espèce qui s'est très bien implantée. On a la chance qu'elle se reproduise naturellement dans les bassins naisseurs d'Arcachon et du bassin de Marraine d'Oléron. Donc on va poser nos collecteurs en juillet ou en août selon la saison de ponte en fait, enfin, selon l'avancée de la saison de ponte. Et puis on récolte les juvéniles, donc les bébés huîtres, sur nos collecteurs au printemps. Il se trouve que c'est un travail qui est fatigant, certes, qui demande de la main-d'œuvre, certes, et puis il y a des années c'est bien, des années c'est très très bien, puis des années c'est un peu moins bien. Et en fait, l'humain aimant les choses toujours très très carré, plus carré que carré, ont décidé que finalement, s'ils pouvaient avoir le contrôle de ça, ça serait formidable. Et ils ont créé ce qu'on appelle des écloseries. Voilà, donc dans les écloseries, ils ont la mainmise sur la maturité et la ponte en fait des huîtres. Mais forcément, puisqu'ils vont concentrer les animaux, on repart dans un système donc, je dis intensif, où là, forcément, on va être obligé à nouveau d'utiliser les antibiotiques. Et moi, il se trouve que ma fille, à 2 ans et demi, elle a déclenché une allergie à la pénicilline, qui est un des antibiotiques majeurs, en fait. Et ça m'a posé cette question, est-ce que c'est bien raisonnable de continuer d'utiliser des antibiotiques à tout va dans nos élevages quand on peut faire autrement, quand on peut produire autrement, et pour les garder finalement quand on en a réellement besoin en cas d'urgence. Voilà. Donc moi j'ai décidé de ne pas partir dans ce problème, dans ce système productiviste en fait. Et c'est vrai que c'est dur, voilà. Mais on a ce plaisir aussi de garder sa place toujours, voilà. Parfois la nature elle donne, parfois elle donne moins. Et en fait l'humain, pour moi, il doit s'adapter à ça. Et notre économie, la manière dont on la gère, doit aussi s'adapter à ça. C'est pas à la nature de s'adapter à l'économie, c'est l'économie qui doit s'adapter à la nature pour qu'elle puisse être pérenne en fait, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va forcément assez vite, j'en ai bien conscience, et donc sans plus tarder, après se nourrir, que ce soit dans des supermarchés ou surfaces bio, avec des huîtres naturelles, on va passer à l'étape se loger. Pour illustrer se loger, on a invité Pierre, donc de Tiquat Construction. Pierre, est-ce que tu peux dire pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce qui fait te lever le matin? Qu'est-ce que vous faites de chouette? Et c'est quoi vos défis pour l'avenir? Bon, déjà, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Merci Denis aussi pour l'accueil dans ce lieu aussi qui est très sympa. L'entreprise Tiquat a été créée en 2007, spécialisée dans les constructions écologiques. Les charpentes traditionnelles, voilà. Donc depuis, on a aussi un petit peu évolué. On fait aussi beaucoup de fabrication de meubles, menuiserie intérieure. On est une entreprise au niveau de la gérance. On est sur une gérance partagée. Donc Thierry, quand il a commencé tout seul en 2007, il a vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, justement, parce qu'on a développé d'autres secteurs d'activité. Et depuis, on a 5 à gérer l'entreprise. Et aujourd'hui, avec les apprentis confondus, on est 28. Donc construction écologique, dans tout le secteur en gros, on va intervenir à une 50aine de kilomètres à la ronde autour de Plestin. Bon, de temps en temps, on va un petit peu plus loin, parce qu'on a fait une maison aussi dans le golfe du Morbihan, sur l'île d'Ar. Voilà, si les clients aussi insistent et on sent qu'il y a une volonté de construire d'une manière écologique, on va un petit peu plus loin. On a essayé aussi faire une maison en paille à Mur de Bretagne dernièrement. Voilà, donc des fois on va un petit peu plus loin que nos limites si les clients sont sympas et que ça vaut le coup. Est-ce que tu peux
préciser à tous sur le sujet formation. En gros, est-ce que pour construire différemment, il faut apprendre à travailler différemment et comment vous faites pour avoir des apprentis compétents dans ces techniques-là? Alors déjà, Thierry, qui est compagnon charpentier, qui a créé l'entreprise il y a donc en 2007, et par tout ce réseau des compagnons du devoir, il y a beaucoup de passages aussi. Donc il y a des gens de toute la France. Là, on avait 2 Provençaux plus un Bourguignon qui sont partis là, et maintenant on va en accueillir des nouveaux à partir de la semaine prochaine. Donc déjà, il y a le vecteur compagnon aussi qui est très intéressant. Et sinon, ça, en termes de recrutement, si c'est ça que tu veux dire, c'est beaucoup par on accueille beaucoup de stagiaires et ça permet aussi de repérer et de proposer à la suite des formations. Donc, et petit à petit, voilà, on part du CAP Charpente et ça va jusqu'au BTS. Et on a aussi Mathieu là, qui a intégré les bureaux, qui est ingénieur, qui sort de l'INSTIB dans les Vosges. Voilà. Et lui, il est là pour dynamiser un petit peu on travaille sur des maisons avec des coûts maîtrisés, donc voilà, pour pouvoir proposer des surfaces en fonction de l'évolution de la famille, voilà, des besoins. Donc on propose des tailles de maisons différentes. Et là, je déborde un petit peu peut-être, mais l'avenir, c'est aussi, là, on voudrait intégrer aussi l'autonomie énergétique sur ces petits projets aussi. Merci, parce que tu me fournis la transition avec Stéphane Martinez, parce que souvent quand on fait quelque chose, et d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure aussi Alexis, faut penser à la suite, qu'est-ce qui va arriver après. Alors certains appelleraient ça le déchet, bon, ou la fin de vie, peu importe. Quand on a fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe après? Et toi, Stéphane, je pense que tu as une histoire super intéressante avec Moulineau à raconter sur quand on a mangé au restaurant, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est quand même un bon sujet. Donc si tu peux aussi finalement nous dire ton parcours, pourquoi tu fais ce que tu fais, et c'est quoi les gros défis pour toi pour la suite? Bonjour à tous, merci Denis de m'avoir invité. Alors moi je suis parisien, c'est des choses qui arrivent, issu de la 3e génération de restaurateurs sur Paris, des petits restaurants indépendants. Et donc automatiquement, à un moment donné, il a fallu se mettre à travailler puisque j'étais très vite à l'école. Et le seul travail que je savais faire, c'était la restauration. Donc avec mon frère, on s'est mis à monter des affaires. Le premier bistrot qu'on a monté en 96, c'était à Montparnasse, un petit bistrot. On en a racheté un deuxième ensuite dans le 1er arrondissement en 2000. Et en 2006-2007, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me suis rendu compte que je jetais pas mal de nourriture dans la poubelle et que cette poubelle, je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis rendu compte qu'elle était incinérée et enfouie. Je me dis tiens, c'est bizarre, incinérer, soi-disant on fait une valorisation énergétique, mais en y mettant à l'intérieur une matière organique qui est fournie à 80% d'eau, donc je ne comprenais pas le sens du délire. Donc j'ai pianoté un peu sur internet et j'ai vu qu'au Canada, ils faisaient du lombricompostage. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils donnent des déchets végétaux à des vers de terre qui font un super engrais, qui remettent dans les sols, qui refont des légumes, bref. J'ai trouvé ça très intéressant, donc en 2016, je suis parti dans une idée un peu folle. J'ai mis une petite méthodologie en place, j'ai formé mon personnel, j'ai mis en place le tri de mes restes alimentaires avec 10 kg de vers de terre dans ma cave. Voilà, c'est des choses qui arrivaient, c'était pas mal. Ça marchait bien, j'ai ensuite commencé à sensibiliser mes clients en créant une petite boîte où j'avais mis 150 vers de terre à l'intérieur, dans 400 grammes de terreau. J'y mettais la moitié d'une tomate à l'intérieur. À la fin de la semaine, il restait la peau. La semaine d'après, ça germait. Je trouvais que c'était intéressant et je me suis dit, là, un bel outil pédagogique. Donc j'ai commencé aussi à distribuer, toujours clandestinement, cette petite boîte. J'en ai quand même vendu 3500 entre 2007 et 2011. À beaucoup d'enseignants, beaucoup d'associations environnementales, beaucoup de gens qui voulaient des écolos, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, quand même, cette matière organique, on n'est plus dans le déchet, mais dans la matière première, puisqu'on est capable de faire une belle matière pour renourrir les sols, et on est capable d'en faire du gaz, du méthane. Donc à l'époque, en 2011-2012, beaucoup de gens disaient que les restaurateurs ne seraient jamais capables de trier, y compris les Français. Et moi, je trouvais que dans l'histoire de la restauration, il y avait déjà le tri qui existait, puisque ma grand-mère m'expliquait qu'il y avait déjà des filières. Il y avait les seaux à cochons dans la restauration, les épluchures, ils étaient captés sur Paris, et ça partait en nourriture animale pour les cochons. Le pain était pareil, il partait sur les éleveurs de chevaux, alors pas ici, mais à Maison Lafitte. Bref, il y avait tout un circuit qui fonctionnait.
Donc je suis parti en me disant, ben voilà, je vais essayer de dupliquer un petit peu ce concept-là. J'ai compris aussi que les restaurateurs, on est chef d'entreprise, on a autre chose à faire que de gérer ces poubelles, mais que si on forme bien le personnel à écarter cette matière première, puisqu'on travaille avec cette matière première, on est capable de la mettre de côté aussi bien en production le matin quand on prépare, et aussi bien en salle, en retour d'assiette. Donc derrière ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai lancé une opération pilote en 2013 avec 80 professionnels sur Paris, un secteur très compliqué, c'est urbain, le 1er, le 2e et le 8e arrondissement. J'ai impliqué beaucoup de professionnels, des très grands restaurants, des très grands traiteurs, mais des petits bistrots, des petits restaurateurs indépendants où on va bouffer le midi ou le soir en famille. Et en disant, voilà, si ça marche là, ça devrait marcher partout. Cette opération, on avait calculé sur un an, on devait faire 260 tonnes. Total, à la finalité, on en a fait 580. On a sensibilisé plus de 2500 salariés d'une à la maîtrise du gaspillage alimentaire et à un bon accord réglementaire des entreprises. Tout ça en amenant ça en valorisation, en méthanisation, puisque c'était la seule unité que, sur l'Île-de-France où je pouvais faire ça. Ensuite, j'ai monté Moulineau, l'entreprise qu'il vous faut, normalement, en se disant, voilà, maintenant, on va accompagner les restaurateurs, on va collecter cette matière, et on n'est plus dans le déchet, mais la matière première, et ensuite, on va la valoriser en méthane. Donc ça, c'était les premières actions, en 2014-2015, et ensuite, j'ai voulu refaire ce que je faisais dans ma cave, mais à échelle grandeur nature. Donc on a été les premiers à mélanger ce reste alimentaire qui est de l'azote, avec du déchet vert qui est du carbone, et avec des vers de terre qui venaient affiner cette matière-là et la réenchérir, de manière à montrer qu'on était capable de recréer un vrai produit pour renourrir les sols. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2017. Ensuite, je travaillais avec des industriels que vous connaissez tous, des Veolia, des Suez. Je n'avais pas trop confiance, donc je me suis orienté vers des agriculteurs qui avaient des méthaniseurs, et je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Eh ben, il fallait que moi, mon métier, c'est de capter ces gisements-là, de préparer cette matière et ensuite de vous l'amener. Donc aujourd'hui, on travaille avec des agriculteurs en Seine-et-Marne qui ont des méthaniseurs agricoles pour leurs activités, et moi je me suis jumelé avec eux, donc je leur amène une matière qui d'une ramène un bon pouvoir méthanogène, donc il y a un effet économique aussi derrière. Le digestat, ça leur permet de les pendre dans leur champ, derrière ça. Donc voilà à peu près ce qu'on fait. Au-delà de ça, je me suis dit c'est un nouveau métier, trier les biodéchets. Donc on a monté la première formation de chauffeur-collecteur titrant de biodéchets. Aujourd'hui, on est une entreprise avec des qualifications, on a un agrément ESS, entreprise sociale et solidaire, on a un agrément ESUS, entreprise d'utilité sociale et solidaire, et on vient d'avoir l'agrément réinsertion, puisque cette formation permet de réinsérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou en difficulté, avec un titre, on a une formation de 300 heures, que moi je réintègre au sein de mes équipes. Et pour tout ça, depuis le départ, j'ai trouvé ça cohérent d'avoir non pas des camions qui fonctionnent au gasoil, mais des camions qui fonctionnent au méthane. Donc depuis début 2014, mes premiers camions étaient au méthane. Aujourd'hui, pour faire court, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, c'est pas simple, on a valorisé plus de 35 000 tonnes en énergie, on les a écartés des incinérateurs. On a créé 80 emplois. Sur Paris-Île-de-France. Le compostage, on a monté la première plateforme de compostage, il est distribué chez Biocoop, chez Auchan, chez Carrefour, enfin bref, dans beaucoup d'opérations chez Truffaut aussi. Et on est un des plus gros opérateurs sur Paris-Île-de-France. On gagne beaucoup d'appels d'offres face à des gros industriels et on a des valeurs et je pense qu'on n'est plus dans le déchet et on a toujours été dans la matière première. Ça s'est perdu sur une époque de notre vie, mais qu'aujourd'hui il faut y revenir. Voilà, et ben maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de transmettre ce savoir à d'autres villes ou d'autres collectivités pour essayer de dupliquer tout ça. Et peut-être que dans 2, 3 ans, ou 4 ans, avoir non plus 80 salariés, mais entre 300 et 500 salariés. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Tu as un exemple, j'ai envie de dire, de ce que j'appelle l'économie du bon sens, finalement. C'est-à-dire si on réfléchit aux choses de manière simple et avec bon sens, qu'est-ce qu'on peut faire qui fonctionne bien, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, en économie circulaire ou autrement. Et donc ça m'amène à poser un peu la même question à Malo, après tout ce qu'on vient d'entendre. En Bretagne, donc, puisque tu diriges l'association Produits en Bretagne, selon les observations du moment, où on en est en Bretagne dans l'économie du bon sens.
Est-ce que l'économie du bon sens, c'est l'économie locale, l'économie écologique, l'économie technologique, c'est quoi? J'en sais rien, je pose une question ouverte. Est-ce qu'on est dans un chemin de transition rapide, dans un progrès de l'esprit? Est-ce qu'il y a des super entreprises pépites partout? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Salut Donol, la gent a tout. Kroget vo e brezonek peogeiramant a eus ur filieren diouiezek e penvennon. Trugarez Denis, trugarez Hélène davet pedet ar hanon. Je commence en breton, puisqu'on est à côté, dans un endroit où il y a une filière bilingue, donc c'est pour faire aussi honneur à cette filière bilingue. Et aussi, je commence par une conviction personnelle avant de répondre à ta question, pardonne-moi Hélène. Aussi parce que j'ai cette conviction personnelle que le respect de la diversité culturelle procède exactement de la même démarche intérieure que le respect de la diversité du vivant. Et donc, on est très attaché à la langue bretonne, entre autres. Merci. Alors, un tout petit mot pour présenter Produits en Bretagne, peut-être, et j'essaierai de répondre à ta question, mais elle est difficile. Je vais plonger dans l'eau, on verra bien. Donc, Produits en Bretagne, c'est une association qui a été créée en 1993 avec pour mission de développer l'emploi en Bretagne en mobilisant 2 ou 3 leviers, on va dire. Il y a un premier levier qui est un levier très citoyen, hein, c'est inviter les gens à privilégier les achats locaux quand c'est possible, parce que ça crée de l'emploi localement. Un deuxième levier qui est d'apprendre aux entreprises à travailler plus et mieux ensemble, c'est un petit peu l'effet réseau. Et on va dire un troisième levier qui est de valoriser les savoir-faire économiques et culturels des entreprises de la région. Aujourd'hui, ce réseau, c'est 450 entreprises sur la Bretagne des 5 départements, dans tous les métiers, absolument tous les métiers, et de taille très variée. En l'occurrence, 2 tiers de nos entreprises ont moins de 50 salariés, et je le dis parce que les gens ne le savent pas toujours, 23% de nos entreprises ont moins de 10 salariés. Donc on a une bonne représentation, je pense, du tissu économique de la région. Alors, ta question sur où en sont les entreprises, en gros, dans la transition, sur un réseau de 450 entreprises, c'est très difficile à dire, surtout que finalement, nous, au départ, pendant 25 ans, on a travaillé sur un seul pilier qui était l'achat local et la valorisation des savoir-faire locaux, mais on n'avait pas encore vraiment fortement intégré cette notion de transition. Alors, je répondrai d'ailleurs peut-être dans le deuxième tour sur ce projet-là, parce qu'on a vraiment un gros projet là-dessus, mais du coup, je n'ai pas d'instrument de mesure pour le dire, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont très en pointe, très en avance. Vous allez voir, je crois que demain, parmi les stands ou les intervenants, il y a la société Grain de Sel, qui est membre de Produits en Bretagne, et qui est une entreprise fabuleuse de ce point de vue-là, hein, à tout point de vue. On a à peu près aujourd'hui toutes nos entreprises agroalimentaires, ce que les gens connaissent le mieux, à peu près toutes aujourd'hui ont une offre bio. Et quelques-unes d'entre elles sont des spécialistes du bio, c'est-à-dire qu'elles ne font que des produits bio. Mais d'une façon générale, je pense que la sensibilité des entreprises à la transition a énormément progressé pour différentes raisons. D'abord parce que les entreprises, pour vivre, sont à l'écoute de la société. Si vous décrochez de ce que veut la société à un moment donné, très vite, vous allez couler. Et aussi peut-être, j'en parlais tout à l'heure avec toi, peut-être aussi parce que la génération qui arrive, les jeunes en particulier, a des difficultés à entrer dans le monde du travail. D'abord des difficultés, malheureusement, parce que c'est compliqué pour eux, hein, mais des difficultés, je dirais, d'ordre psychologique, parce que c'est un monde qu'ils ont du mal à comprendre. Ils ne veulent pas faire comme on fait papa et maman, et ils sont en demande de davantage de sens, en fait. Ils ne veulent pas aller dans une entreprise s'ils ne savent pas pourquoi ils y vont, s'ils ne savent pas pourquoi ça va contribuer à faire avancer un peu la société. Et de ce point de vue-là, les entreprises qui bossent sincèrement, bien sûr, hein, sur la transition, mettent des points de leur côté, augmentent leur attractivité pour attirer des jeunes talents qui vont faire la société de demain. Donc il y a une espèce de congruence entre la demande de la société, mais aussi l'intérêt, je dirais, des entreprises à écouter cette demande, parce que s'ils n'écoutent pas cette demande, d'une part, leurs produits petit à petit vont décrocher, et d'autre part, même les salariés eux-mêmes ne viendront pas dans ces entreprises. Bon. À ce stade-là, j'en reste là pour le premier tour.
Et donc Alexis, tu t'es exprimé de manière courte tout à l'heure. Donc tu as la possibilité d'en dire plus, si tu veux. Notamment, moi j'ai 2 questions. La première, c'est en tant que dirigeant d'entreprise, cofondateur et dirigeant d'une entreprise, qu'est-ce que tu penses être la responsabilité du dirigeant? Est-ce que tu dirais que tu as une responsabilité économique, voire une responsabilité politique sur le territoire où tu te trouves? C'est quoi ton rôle dans la société et c'est quoi le rôle que tu aimerais avoir dans 2 ans? Ben, c'est une question vaste. Je sais pas, je pense que chaque dirigeant a un peu une vocation propre. Pour nous, il nous arrivait quelque chose en 2015. Mon associé et moi, on a un groupe américain qui a voulu racheter l'entreprise. Donc ils sont arrivés, c'était un fournisseur, et puis là, on voudrait vous racheter. Donc nous, on a écouté. C'était quand même très tentant parce que c'était une grosse somme d'argent. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on s'est rendu compte justement qu'on avait Enfin, on s'en est rendu compte, mais je veux dire, en tout cas, on s'est aligné avec le fait que non, l'entreprise, moi, en tant que chef d'entreprise, le bénéfice n'est qu'un moyen. Il est indispensable parce que sinon tout s'écroule. Évidemment, la performance, etc. Puis, moi, oui, il y a aussi un côté bien faire les choses, etc. Forcément, ça donne de la performance et ça me satisfait. Mais le rôle sociétal de l'entreprise est d'arrêter avec ce jeu de je te vends une entreprise et puis c'est toujours les plus riches qui deviennent plus riches, etc. Moi, c'est un peu une des missions que nous nous sommes données. Et pour ça, on a créé une fondation actionnaire. On a donné une part du capital de notre entreprise, et c'est là où j'ai connu Hélène d'ailleurs, à une fondation. On a donné 10% du capital, et cette fondation, elle a pour but de soutenir des projets d'intérêt généraux et également de préserver et de garantir, parce qu'elle par pacte d'actionnaires, elle a des droits spéciaux, juridiques, de garantir que la mission et la mission et les valeurs d'Ulteria soient respectées, y compris si c'est au détriment de ses propriétaires. Parce que voilà, il y a toujours l'intérêt des propriétaires, donc moi et mon associé, à qui peut arriver des choses, un divorce, on peut mourir, on peut s'engueuler, on peut avoir envie de vendre, et puis pour devenir riche, et puis la boîte, elle se retrouve avec des Américains, puis peut-être que tout s'écroule, en tout cas, voilà, donc on a créé ça, pour répondre un peu plus précisément à ta question aussi, nous, nous, notre mission, un petit peu, via la Fondation, c'est la revitalisation des territoires ruraux. Voilà, nous, on habite vraiment je me faisais la réflexion, ici, c'est très dense, la Bretagne, ça attire, enfin moi, je suis souvent en vacances en Bretagne, à chaque fois que j'arrive dans le village où je vais, j'ai l'impression qu'il y a toujours un lotissement qui s'est construit, des entreprises qui ont disparu, d'autres qui sont arrivées, c'est hyper vivant. Chez nous, c'est un peu mort. Voilà. Et il nous semble qu'il y a vraiment il y a eu l'exode rural, pardon, et nous on voudrait favoriser l'exode urbain et proposer un endroit, puis pour les jeunes notamment, moi je me retrouve tout à fait dans ce que tu disais, que les jeunes qui cherchent du sens aient aussi envie de venir chez nous. Voilà. Merci beaucoup Alexis. Effectivement, le schéma de fondation actionnaire est très peu connu en France. Pour ceux que ça intéresserait, sachez qu'il y en a des centaines au Danemark, en Allemagne ou en Suisse. L'idée qu'une entreprise puisse être détenue par une fondation nous paraît exotique, pourtant ça existe. Et ça permet de donner un cap et un horizon à l'économie qui est tout à fait différent de celui qu'on connaît généralement. Nolwenn, j'ai un peu la même question pour toi. Dans le paysage politique et territorial, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, moi, j'étais pas du tout quelqu'un de politique, enfin, du moins, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Et c'est vrai que le fait d'avoir créé cette entreprise, d'être partie de ruine, j'ai été confrontée, en fait, notamment à la vie politique, au maire. Alors, sur le territoire de Séné, notamment, à sa façon de pratiquer, à sa langue de bois. Voilà, ça a été un relationnel un peu compliqué. Et je me suis dit, finalement, c'est super dommage parce qu'on perd une énergie folle en tant que chef d'entreprise à pas être suivi, finalement, ou être suivi du bout des lèvres, ou voilà, à être obligé d'enfoncer des portes qui devraient déjà être grandes ouvertes, en fait. Et donc, ça m'a confortée dans le sens où l'action d'un chef d'entreprise, oui, elle doit être, à mon sens, oui, politique. Mais politique, comment je peux dire ça, dans la bienveillance de tous, c'est-à-dire en ayant des actions concrètes sur le territoire. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait concrètement sur notre territoire ?
Déjà, on a fait un endroit où il semble-t-il que les gens aiment s'y retrouver. Et en fait, on a un retour client sur notre dégustation d'huîtres qui est super encourageant, où les gens reprennent pied avec la nature, avec eux-mêmes. Donc ça peut paraître peut-être pas politique, mais pour moi, ça l'est en fait. Voilà, que chacun se sente bien, se sente heureux. Le fait qu'on soit au boulot tous les jours et dans le dur, etc., ça redonne du sens aussi au mot travail. C'est-à-dire que dans la vie, voilà, pour avoir quelque chose, il faut crocher dedans, quoi. Voilà, le travail, ça nous tient debout. Alors pas trop, parce que c'est vrai qu'il faut savoir se reposer. Là, merci Hélène, nos premières vacances depuis 10 ans. Donc voilà, on est content, on repose les carcasses un petit peu, comme on dit. Voilà, et puis regardez aussi ce qui se passe tout autour de nous. Sur Séné, il y a des jeunes créateurs, des mosaïstes, des potiers, il y a une calèche qui essaye de se développer. Donc moi, voilà, je suis dans une action concrète, c'est-à-dire que tiens, avec la mosaïste, je lui ai fait faire un panneau, la calèche de Séné. Ça montre aux gens que là, c'est l'emplacement de la calèche, donc il y a une calèche. Donc on peut avoir une mobilité douce et décarbonée sur Séné. Tiens, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et si la mairesse actuelle avait la bonne idée, au lieu de continuer à faire passer le bus, de faire passer la calèche. Et puis voilà, c'est des petits riens, mais c'est permettre aux autres d'exister. Alors c'est vrai, c'est un petit peu d'argent, c'est un petit peu moins d'argent pour nous, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. On n'est pas du tout dans la possession, on est vraiment dans le partage. Et donc forcément, ça c'est politique aussi. Le partage, c'est de ne pas accumuler pour pouvoir se payer le 4x4 Porsche Cayenne derrière cri, mais c'est voilà, d'avoir juste un véhicule qui permet de se déplacer et de ne pas paraître finalement ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà, un petit peu pour nos actions politiques. Et puis plus profondément au sein de la profession, puisque moi je suis un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe dans cette profession qui est assez masculine, qui était ancrée sur des valeurs très traditionnelles, puisqu'en fait en général ils ont hérité de leurs entreprises, de leurs parents. Donc les gens qui sont en place ont aussi ce poids d'avoir un outil qui leur a été transmis, donc ils ont aussi un devoir de le garder vivant et de le faire bonifier. C'est lourd pour eux. Je les ai un peu observés, un peu écoutés, et puis je me suis dit, cette filière huître, elle marche pas très bien parce que, comme beaucoup de producteurs, on produit et puis arrive le moment de vendre, et évidemment, on est des très mauvais commerciaux, et en fait, ils se font tondre par les courtiers parce qu'il faut vendre, il faut libérer la place sur les parcs, et finalement, c'est le courtier qui fait le prix, quoi. Donc on se retrouve à produire quasi en dessous du seuil de rentabilité, donc avec des entreprises qui sont hyper fragilisées. Donc hop, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, on va chercher des huîtres à l'écloserie pour en produire plus, et puis hop, on part comme ça à une espèce de course à l'échalote qui, à mon sens, est la ruine de l'ostréiculture dans quelques années. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui pèse sur la filière ? C'est en général, nous on a des gros numéros, quand on ne vend pas nos huîtres en numéro 3 ou en numéro 2, elles vont continuer à grossir la saison d'après. Et en fait, le numéro 1 et le numéro 0, culturellement, on ne sait pas le préparer, on ne sait pas le cuisiner. Alors que 3 huîtres chaudes, ça vous coûte moins cher qu'un steak de bœuf. C'est délicieux, et au niveau de l'impact carbone, c'est bien moindre en fait. Mais c'est quelque chose qui n'est pas instruit dans nos valeurs, donc en fait on ne le fait pas. Alors je me suis dit, tiens, quelque chose qu'on sait faire, tiens, c'est des rillettes. Ça, la rillette, c'est culturel, c'est breton, on sait bien la tartiner, et si avec nos grosses huîtres on faisait des rillettes. Et on est parti à faire ça, donc voilà, on a fait des rillettes, et ce que j'ai réussi à faire, et où je suis assez contente, parce que on est dans une profession très individualiste. Et donc là, les gars, ils ont compris qu'en fait, en se fédérant autour de ce produit, en le vendant et en faisant une marge aussi pour eux, en fait, ils allaient permettre non seulement de sortir le produit qui descend la filière, mais qu'ils allaient permettre aussi de valoriser en fait ce qui n'a pas vraiment de prix, c'est-à-dire les gros numéros. Donc là, on est parti pour une belle aventure, et pourquoi pas bientôt faire partie de l'association Produits en Bretagne. Voilà, à suivre. Mais voilà, c'est une belle aventure, et on commence, voilà, on change d'optique. Donc c'est ne plus être individualiste, mais c'est se battre ensemble
pour défendre les belles valeurs de l'ostréiculture et forcément avec des huîtres naturelles, évidemment. Et puis, on est aussi parti dans l'aventure de la mention Nature et Progrès. Je voudrais en dire 2 mots parce que c'est important pour nous aussi parce que ça nous a remis en lien avec les gens de la Terre. Et la mention Nature et Progrès, c'est une mention participative. Donc, en fait, n'importe quel client peut devenir membre, en fait, et peut aller inspecter le producteur chez qui il va acheter ses produits, de manière à être sûr que ce qu'il achète, c'est vraiment sain, en fait. Et donc, lors de ces enquêtes, il y a aussi un professionnel qui vient. Donc moi, je suis amenée à enquêter chez des sauniers ou à enquêter chez des gens qui font du savon ou qui font du bœuf, etc. Et en fait, ça tisse des liens parce qu'un producteur, c'est toujours quelqu'un qui a un cœur généreux, j'ai envie de dire ça comme ça, et puis qui est face à des problématiques techniques, économiques, d'emballage. Enfin voilà, on retombe un petit peu toujours sur les mêmes problématiques. Et ensemble, voilà, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là. On se donne les tuyaux. Tiens, moi j'ai trouvé ça. Ah ouais, c'est pas mal. Enfin voilà, et ça fait avancer et on se sent déjà moins seul. Et puis on se fait des amis. Puis ça c'est sympa. Voilà. Merci beaucoup Nolwenn. Pierre, peut-être pour redire un mot sur ce que tu évoquais tout à l'heure, votre territoire d'action s'étend. Est-ce que c'est positif pour vous, 2 facile, et du coup, comment on peut faire face à un défi comme ça qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire plus de chantiers mais plus loin? Comment une entreprise peut faire face à cette question-là? C'est vrai que je parlais tout à l'heure du rayon d'activité de TICWAT qui s'élargit de plus en plus. Après, on reste beaucoup, on est très sollicité en local. Mais de plus en plus, on nous demande d'aller vers le sud Finistère. Là, dernièrement, on a répondu pour des projets de maison à Plonéo-Lanverne, Crozon, des choses comme ça. Donc, si ça devient récurrent, c'est savoir comment on peut pallier à cette demande. Déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est on essaie de préfabriquer au maximum à l'atelier les murs ossature bois, ce qui limite aussi les déplacements et le temps de chantier. L'autre possibilité, c'est aussi, on a aussi des salariés avec des parcours assez atypiques, et il y en a qui viennent aussi par à-coup en fait, et qui voyagent le reste de l'année. Donc il faut savoir que quand ces personnes-là viennent, ils sont là pour travailler et ne sont pas non plus contre faire du déplacement. Et puis tout à l'heure je parlais aussi des compagnons, sachant que c'est des jeunes qui viennent de toute la France et qui sont là de passage pour apprendre le métier de charpentier ou de menuisier. Qui loge à Ploujean dans la maison de compagnons ou à la maison de Quimper, ça ne change pas grand-chose pour eux parce que c'est des déplacements qui, comme je disais tout à l'heure, qui restent assez ponctuels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, super, c'est bien la question, c'est comment on développe des entreprises qui font des belles choses, mais comment on fait sans devenir non plus monstrueux, mais comment on fait en pratique pour que ce soit possible. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Stéphane, peut-être une réaction par rapport à ce que tu as entendu et surtout pour toi, dans les 3 prochaines années ou les 5 prochaines années, pour que ça aille encore plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait? Merci pour cette question, parce que la question politique, ça aurait été plus compliqué, je ne te cache pas. Dans les 3 prochaines années, il y a un objectif qui est il y a une loi sur la mise en place du tri à la source de ces restes alimentaires qui est applicable pour tout le monde en 2024, aussi bien les particuliers, que les collectivités, que les restaurants scolaires, administratifs, hospitaliers, bref, tout le monde. Le savoir-faire et les valeurs qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de le dupliquer. Il y a aujourd'hui à peu près, la production des restes alimentaires en France est à peu près 43 millions de tonnes. On n'est même pas à 4% de valorisation de ces restes alimentaires au niveau national. Comment est-ce qu'en 2024, tout le monde va être en accord avec cette réglementation? Moi, c'est un peu ce que je me pose comme question. Donc le Covid m'a fait réfléchir aussi beaucoup, m'a fait pousser les cheveux.
Et je me suis dit, ce qu'on a fait sur Paris-Île-de-France, on va peut-être essayer de l'exporter sur des nouveaux territoires, non pas en conquérant, mais en transmettant des valeurs, en essayant de garder la mainmise sur la filière avec les agriculteurs en tant que préparateurs de matière et celle aussi de réinsertion, puisque je me suis rendu compte que les gens qui sont écartés de l'emploi ou en difficulté, les réintégrer au sein de cette entreprise et de les former sur un nouveau métier c'est un métier qui a du sens pour eux. Ils ne vont pas chercher du déchet qu'ils vont éparpiller ou foutre dans une décharge, mais ils vont chercher de la matière première et les réintégrer avec des CDI sur un nouveau métier. Enfin voilà, je pense que cette filière-là peut permettre demain de créer beaucoup d'emplois avec beaucoup de sens. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc l'objectif à 3 ans, ce serait d'essayer de dupliquer Moulineau sur une douzaine de villes de grande taille, de taille moyenne, bref, avec différentes solutions. Ça peut être aussi amplifier la métallisation avec certains acteurs. Sur Bordeaux, on est bien positionné. On a un deuxième outil sur l'Île-de-France avec des agriculteurs qui va se monter. On a des projets sur Nantes, on a des projets aussi sur Toulon, sur Marseille. C'est pourtant des endroits où c'est pas simple. Toute cette région-là, le Var, ils ont aucune plateforme de compostage. Ils ont des incinérateurs avec des centres d'enfouissement avec des décharges. Donc voilà, d'essayer d'amener les solutions tout en faisant bouger les politiques, puisque ça vient de là aussi. Et c'est pas simple, mais je pense que les gens commencent à avoir une bonne prise de conscience, parce que si ça bouge pas, je suis désolé, mais je sais pas comment ça va se passer, le reste des choses. Donc voilà un peu notre objectif. Merci, merci. Donc je pense que ça va bouger. Voilà, ça va bouger aussi chez Produits en Bretagne. Alors, j'ai compris qu'il y a un plan en marche d'escalier. Peut-être que c'est le moment de parler du plan. Voilà. Oui, je me suis arrêté, on a commencé avec les jeunes, mais je me suis arrêté en cours de route. En fait, donc depuis 25 ans, on a d'abord énormément travaillé sur ce pilier de l'achat local, et ça reste quelque chose d'extrêmement important. Je dirais même que c'est de plus en plus important. Et aujourd'hui, les gens veulent non seulement acheter local, mais ils veulent acheter ultra local, en ultra proximité. S'ils peuvent aller chez le producteur, c'est mieux que s'ils achètent un produit dans une grande surface, même s'il a été fait en Bretagne. Donc il y a une espèce d'accélération. Et pourtant, paradoxalement, ça ne suffit plus. On le voit de plus en plus. On avait des petits signaux depuis 5 ans. On voit bien quand on parle avec les jeunes notamment, mais pas que, que ça ne suffit plus. On ne peut pas se contenter de dire que c'est bien d'acheter local. Il faut aussi démontrer qu'on s'est engagé dans la transition, on s'est engagé à travailler autrement, qu'on a intégré une notion de responsabilité sociétale. Bon, c'est des mots un peu abstraits, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très fortement ressenti. Et donc, notre projet pour les 2 années à venir, c'est d'ajouter à ce premier pilier achat local un deuxième pilier qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors ça peut paraître un peu abstrait, je suis désolé, mais... Et en plus, quand il faut prendre en charge un sujet comme ça pour 450 entreprises, vous imaginez que c'est un énorme chantier, c'est très lourd. Donc il faut se doter d'une méthode pour y arriver et d'indicateurs, de moyens. Donc c'est moyennement sexy, mais on veut le faire. Alors on va faire un projet par étape, effectivement, avec une première étape qui sera obligatoire pour tout le monde. On ne pourra pas être une entreprise membre de Produits en Bretagne si on n'a pas franchi la première étape, obligatoire pour tous. En quoi consiste-t-elle ? On va demander à chaque dirigeant d'entreprise de s'engager par écrit, engagement du dirigeant, à entrer dans une démarche de responsabilité sociétale, officiellement. Et pour que ce ne soit pas que du vent, on va lui demander aussi, en parallèle, chaque année, de nous dire ce qu'il a fait pour cet engagement sociétal, sur un certain nombre de critères. On a tout un questionnaire, on balaye les critères du développement durable, on va dire ça comme ça. Il va devoir expliquer tous les ans ce qu'il a fait, et pour aussi que ce soit quelque chose d'un petit peu consistant, on va rendre public cette déclaration du dirigeant. Et d'année en année, on rendra visible ce qui a été fait, item par item, pour voir si l'entreprise, chacun jugera en fait. On a là-dessus aucun pouvoir de notation, on va dire. C'est pas l'esprit de Produits en Bretagne. En revanche, c'est accessible à tous et chacun pourra juger. Donc si quelqu'un fait des choses un peu bidons, ça se verra comme le nez au milieu du visage. Donc on imagine que cette méthode-là, cette façon de procéder, va en tant que telle emmener Produits en Bretagne, dans son ensemble,
dans une dynamique de progression sur la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'aller un petit peu plus loin. Vous savez que quand on parle de RSE, il y a des standards internationaux. Il y en a un qui s'appelle, vous avez peut-être entendu parler de l'UCI, qui est une transcription d'un espèce de cahier des charges qu'on appelle ISO 26000, qui balaye l'environnement, le respect des gens, la façon de gérer ses fournisseurs, l'engagement territorial, enfin des choses très concrètes. Et on est en train de forger une adaptation de ce cahier des charges 26000 à la réalité de produits en Bretagne, à une réalité donc territoriale. Et quand on sera prêt, on mettra cet outil à disposition des entreprises qui veulent aller jusque-là. C'est-à-dire que ce sera une marche supplémentaire. Celle-là ne sera pas obligatoire, ce sera juste une incitation. Mais les entreprises qui ont réussi à aller jusque-là, et là il y a un jury en fait, il y a un système de notation, c'est plus sévère, c'est plus difficile. Les entreprises qui ont été jusque-là, on va les mettre en avant pour donner envie aux autres aussi de se mettre un petit peu, de se bouger un petit peu en montrant que c'est possible, ne serait-ce que ça. Et puis la dernière étape, c'est un petit peu le Graal, c'est la notion d'entreprise à mission. On le proposera, mais pour le moment on n'y travaille pas directement parce que les 2 premières étapes sont déjà un énorme chantier. Donc voilà, on a besoin d'encouragement. Une banderole devant nous où il y a marqué égoïste ou scarabée. Ça fera une bonne conclusion.